Le conseil d'administration de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives se dit être parvenu à la conclusion selon laquelle le Togo a globalement atteint un score modéré relatif à la mise en œuvre des recommandations de 2019 sur les industries extractives. Malgré ce score modéré de 74 points sur 100, les lacunes en matière de transparence subsistent au niveau des principales divulgations de données. La publication régulière des déclarations financières est essentielle pour améliorer la supervision. Selon l'initiative, la transparence des relations financières entre les sociétés d'État et l'État lui-même renforcerait la redevabilité publique. En exemple, la publication de données sur les volumes et les valeurs des ventes de phosphate permettrait d'instaurer un débat public éclairé et fondé sur des données en ce qui concerne les politiques relatives à ce minerai important, d'autant plus que la Société nationale des phosphates du Togo, SNPT, reste la première entreprise d'État du Togo. En outre, l'examen des exportations informelles d'or et de la contrebande en provenance des pays voisins pourrait mettre en lumière des fuites et des flux financiers conséquents dont le Togo pourrait bien bénéficier. L'ITIE reconnaît que des précisions sur les régimes fiscaux et la répartition des recettes sont aussi nécessaires pour aider les communautés à contrôler ce qui est dû, ce qui est payé et ce qui est reçu localement. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption, l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP avait présenté la situation des investigations et enquêtes dans les marchés publics le 11 décembre dernier. Le rapport révèle des irrégularités établies dans la commande publique. Il a été produit par la Direction des investigations et enquêtes suite aux dénonciations. Dans les détails, l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP a reçu au cours de ces dernières années 133 dénonciations relatives aux irrégularités dans la gestion des marchés publics, notamment les pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d'établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels, le fractionnement des marchés, le recours à la surfacturation ou à la fausse facturation, l'influence sur les évaluations des offres et les décisions d'attribution. À en croire l'ARCOP, les investigations et enquêtes avaient conduit à des sanctions à l'encontre des opérateurs économiques frauduleux et d'agents publics malveillants. Et pourtant, le code pénal togolais prévoit des peines d'emprisonnement d'1 à 5 ans pour tout agent de l'État ou une personne morale de droit public ayant exigé ou reçu ou fait exiger ou recevoir des sommes ou valeurs qu'il savait n'être pas dues. Que ce soit l'ARCOP ou la APLUSIA, pourquoi tant de discours et de communication quand il s'agit de sensibilisation et un silence radio quand il s'agit de sanctions? Pour nombre de Togolais, la lutte contre la corruption sera toujours une farce jusqu'au jour où les coupables de corruption auront un procès public, puisque selon eux, les sanctions clandestines ne peuvent constituer une preuve de dissuasion des corrupteurs et des corrompus. Les résultats du dernier recensement général de la population et de l'habitat RGPH 5 réalisé en 2022 sont désormais disponibles. Ainsi, sur le plan démographique, la population résidente du Togo s'établit à 8 095 488 habitants. Dans les détails, le pays est constitué de 51,3% de femmes contre 48,7% d'hommes selon les résultats. Concernant la jeunesse, il ressort des résultats que la population togolaise est essentiellement jeune. En effet, les jeunes de moins de 15 ans représentent environ 42% de la population totale. De façon générale, les résultats montrent que l'âge moyen est de 23,4 ans. Le taux d'accroissement annuel moyen, quant à lui, a connu une légère baisse. Ce taux passe de 2,9% en 2010 à 2,3% en 2022. Par ailleurs, les résultats des données issues des enquêtes harmonisées sur les conditions de vie des ménages réalisées entre 2018 et 2021 démontrent une réduction sensible de la pauvreté non monétaire au Togo. Environ 28,9% des ménages étaient non monétairement pauvres en 2021 contre 37,1% en 2018, soit une baisse de 8,2 points de pourcentage.
Un incendie a ravagé mercredi une partie du bâtiment de l'Assemblée nationale à Monrovia au Libéria. Une épaisse fumée noire et des flammes engloutissaient le dôme du Capitole, siège du Parlement de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Les causes du sinistre n'ont pas encore été élucidées. C'est dans un contexte dominé par des tensions au sein de l'Assemblée nationale que ce drame s'est produit. Une guerre pour le perchoir entre deux groupes. Pour l'heure, aucun lien n'a encore été établi entre l'incendie et les rivalités politiques. Plus de peur que de mal, l'incendie de mercredi n'a fait aucune victime. Le feu a été contenu après l'intervention des pompiers. La République démocratique du Congo a porté plainte contre Apple France et Belgique. Le pays d'Afrique centrale accuse les filiales françaises et belges de recel de différents crimes, incluant des crimes de guerre, de blanchiment, de faux, d'usage de faux et de tromperie. Apple est accusé d'utiliser dans ses appareils des minerais de sang issus de contrebande, à savoir l'étain, le tungstène, le tantal et l'or. Cette plainte est l'aboutissement d'un long bras de fer entre l'État congolais et l'entreprise américaine. Le communiqué publié ce mardi par les avocats de la RDC précise que l'objectif de la plainte est de confronter les individus et les entreprises impliquées dans la chaîne d'extraction, d'approvisionnement et de commercialisation des ressources naturelles et des minerais pillés en RDC. En avril dernier, la RDC avait mis en demeure Apple. Le groupe américain nie utiliser des minerais issus d'exploitation illégale. Quant au Rwanda, accusé de fournir ces minerais de contrebande, le pays rejette les accusations. En visite en République centrafricaine, le chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, a rencontré le Premier ministre du pays, Félix Moloua. Les deux hommes ont dressé ensemble un état des lieux de la situation, discutant des progrès réalisés par la MINUSCA et de ce qui reste à faire, la mission multidimensionnelle ayant vu son mandat prolongé jusqu'au 15 novembre 2025. Nous avons fait le point d'un certain nombre de progrès importants réalisés, notamment dans le redéploiement de la présence de l'État, en ce qui concerne aussi des efforts de stabilisation qui portent leurs fruits dans plusieurs parties du territoire. Les progrès réalisés en matière de désarmement de membres de groupes armés, du fait qu'un certain nombre de groupes armés aussi, un nombre important d'ailleurs, se sont retirés de la lutte armée, se sont réintégrés dans la vie civile. Nous avons bien sûr évoqué la perspective du cycle électoral à venir l'année prochaine, cycle électoral que nous avons, à travers la MINUSCA et nos partenaires des Nations Unies, commencé à soutenir activement la préparation de ce cycle électoral. Le chef des opérations de paix de l'ONU a réitéré l'engagement des Nations Unies à continuer à travailler dans un esprit de collaboration et de plein engagement aux côtés de la République centrafricaine pour relever les défis. Depuis près de 20 mois, la guerre au Soudan a déclenché une catastrophe humanitaire de grande ampleur dans le pays qui touche principalement les femmes et les enfants. Parmi les 12 millions de personnes déplacées figurent des femmes enceintes qui fuient pour sauver leur vie. Ces dernières ne peuvent pas accéder aux services prénatal, d'accouchement ou post-natal en toute sécurité. Après l'accouchement, je m'inquiète du froid et du fait que je n'ai pas d'endroit approprié pour mettre mon bébé. Nous n'avons pas de maison. Nous dormons dehors, à même le sol. Selon les données du Fonds des Nations Unies pour la population, environ 2,7 millions de femmes en âge de procréer sont déplacées au Soudan, dont plus de 272 000 femmes enceintes. À l'approche de l'accouchement, je m'inquiète de savoir s'il s'agira d'un accouchement normal ou d'une césarienne. Subir une césarienne me terrifie, car je n'ai pas les moyens d'en assumer le coût. Jusqu'à 80% des établissements de santé sont fermés ou fonctionnent à peine dans les zones touchées par la crise. Nous avons dû quitter nos villages. À l'époque, j'étais enceinte de 9 mois et des hommes armés ont détruit les centres de santé. Alors j'ai dû partir.
Chaque jour, en moyenne, 20 000 personnes sont nouvellement déplacées, dont des femmes enceintes. Selon les Nations Unies, près de 1,5 million de personnes au Soudan sont confrontées à la famine ou au risque de l'être. Sur l'île française de la Réunion, la solidarité envers les habitants de Mayotte est en marche. Mercredi, des Réunionnais ont apporté des dons destinés aux Mahorais touchés par le cyclone Chido. Dans les cartons et sacs plastiques, eau, produits d'hygiène, vêtements et autres biens de première nécessité, alors que seuls 50% du département français de l'océan Indien devrait être approvisionné en eau à partir de mercredi. L'inquiétude, c'est d'avoir de la nourriture rapidement et l'eau qui manque. On manque beaucoup d'eau, donc on a peur aussi des épidémies. Parce que les gens, ils boivent de l'eau un peu partout, là où ils peuvent, et c'est pas forcément de l'eau potable. Et on va se reconstruire. Déjà, les familles s'activent à s'entraider. Il y a beaucoup de solidarité entre familles, ce qui fait que quand l'aide de l'État va arriver, ça va vraiment nous épauler. Ça sera un soutien vraiment incommensurable. Des dons collectés dans la maison de Mayotte, un centre communautaire local où les volontaires sont à l'œuvre. Le cyclone Chido a fait au moins 23 morts et plus de 1000 blessés à Mayotte selon le bilan publié mardi par les autorités. Mais il pourrait s'alourdir. Après sa défaite face à Donald Trump, Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, a lancé un appel puissant aux jeunes pour qu'ils continuent à s'engager activement dans les combats politiques et sociaux. Un public d'étudiants et de jeunes diplômés l'a chaleureusement accueilli au Prince George Community College. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils se sentent fatigués, peut-être même résignés. Certains m'ont dit qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir la force et encore moins l'envie de rester dans la lutte. Mais laissez-moi être très clair. Personne ne peut abandonner. Personne ne peut abandonner. Nous devons rester dans la lutte, chacun d'entre nous. Alors que le rideau tombe sur un acte de sa carrière, Kamala Harris peut déjà envisager le prochain tableau, rester une figure de proue de l'opposition anti-Trump ou se lancer dans la course au poste de gouverneur de Californie en 2026.